Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 6 août 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des marchés, notamment des marchés étrangers et des marchés français aussi, avec toujours la panique un peu qu'on a connue ces derniers jours. Et on a un début de rebond aujourd'hui sur beaucoup de valeurs, pas toutes, mais on est peut-être allé un peu dans l'excès, un peu vite, même si on reste toujours dans une période de forte volatilité et certainement de dégradation encore pendant quelques jours. Il faudra profiter peut-être sur quelques valeurs assez minces. Il y en aura pas beaucoup qui, je pense, vont être ou sont déjà intéressantes. Pour la plupart, il faudra, je pense, attendre encore un peu. Et on va parler aussi des chiffres avant de voir les indices et les actions, notamment les PMI. C'était lundi, les PMI, que ce soit en Chine, en France, en Allemagne, en Europe, en Grande-Bretagne, ont été partout au-dessus de 50. Alors à peine 50 points en France, mais 52 points en Chine, 51,9 en Europe, 55 aux États-Unis. Donc c'est plutôt des bons chiffres sur l'économie, même si les résultats ont été un peu en deçà et on a eu un peu peur, notamment avec le chômage. On est loin d'être catastrophique. Et puis aujourd'hui, vente au détail en Europe, on était à 0,1 le mois dernier, on attendait 0, on est à moins 0,3, donc confirmation aussi du ralentissement en Europe. Mais là, on a déjà commencé avec les banques centrales à baisser les taux pour essayer de stimuler l'économie. Donc on peut espérer, ça a été déjà fait les mois derniers, donc on peut espérer une meilleure tenue peut-être du secteur économique européen, peut-être par rapport aux autres, on verra. Et enfin, on aura aussi les chiffres sur l'import-export en Chine. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Production industrielle en Allemagne. Et puis jeudi, inscription hebdomadaire au chômage pour une confirmation du ralentissement du secteur de l'emploi américain. Et vendredi, on aura l'IPC, l'indice des prix et la consommation, notamment en Allemagne, avec on attend 2,3 sur l'année. Alors avant de commencer rapidement, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le rebond sur le Nikkei hier, enfin cette nuit, aujourd'hui, c'est pareil, sur la dernière séance, donc on reprend 10%, on le voit ici, on va zoomer, on avait baissé énormément ces derniers jours avec une grosse panique. On a parlé du Cambi Trade, notamment avec les investisseurs institutionnels qui investissent beaucoup en yens avant de changer la monnaie pour investir après sur les marchés avec des taux élevés. Donc, mais avec le changement de la Bank of Japan, ça risque de changer un peu la donne. Donc le Nikkei, qui est peut-être, comme la plupart des marchés, allé un peu dans l'excès, commence à rebondir, mais on est toujours dans cette phase de dégradation. Ce qu'il faut attendre, comme d'habitude, c'est une volatilité moindre, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être demain un chandelier rouge, après un petit chandelier vert, et puis se maintenir sur ces niveaux-là avant d'entamer la construction et de la tendance, à savoir éventuellement, donc on pourrait avoir ça demain, ça après-demain, ça, et ensuite, c'est ce qu'on attend, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on recasse vers le haut pour essayer de construire un peu, ou est-ce qu'on casse vers le bas pour signifier que la crise est pas terminée? Donc toute cette période-là qu'on risque d'avoir, là on le voit bien sur le Nikkei, mais on risque de l'avoir aussi sur tous les marchés, que ce soit le CAC, le Dow, etc. C'est cette période de quelques jours à quelques semaines qui va pas être peut-être la plus intéressante à regarder ou à trader, mais dont la sortie va nous intéresser. C'est une fois que cette période-là va être terminée, qu'est-ce qu'on va faire? Quel va être le signal donné sur les marchés? Parce que là, on est un peu en plein flou. Alors pour le trading très court terme, ça peut être intéressant quand même, parce qu'il y a de la volatilité, il y a des rebonds importants. Maintenant, même pour le swing ou pour les investissements un peu plus longs, ça peut ne pas être idéal. Donc il vaut mieux attendre un peu la confirmation de la tendance sur le dos. Alors hier, on l'avait dit, grosse chute, mais on le voit sur le dos, on était assez fort, donc on est toujours relativement bien. On n'est pas encore dans la dégradation, donc aujourd'hui on est légèrement positif. Et puis sur le Nasdaq aussi, on fait un beau rebond avec 1,4. Et on va en reparler notamment avec les actions, les grosses valeurs du Nasdaq. Un petit point avant le CAC, on va faire rapidement les matières premières. Le Brent, alors forcément avec le ralentissement économique, l'énergie et le pétrole ont des chances de baisser.
Et c'est maintenant que ça va nous intéresser, parce qu'on a vu toute cette année 2024 on avait un peu comme idée le range entre les 70 et les 90. C'est ce qui a été fait. On est allé 2 fois, 3 fois un peu vers le haut de la figure. On l'a jamais recassé, hein, les 100 dollars, c'est trop haut. Par contre, on était toujours plutôt assez fort et assez haut. Et là, avec ce ralentissement, ça va être intéressant de voir jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va retitiller les 70 et rebondir, ou au contraire casser ces 70? Là, on est sur les 76, hein, sur le Brent. On a des chances quand même d'y aller déjà vers les zones entre les 70 72 et ensuite voir comment le marché réagit. Est-ce que le ralentissement économique va être tellement fort que le Brent va commencer à s'enfoncer, ou est-ce qu'on va finalement maintenir ces niveaux-là? Donc à court terme, je pense qu'on risque d'avoir toujours une petite baisse du Brent, et dans quelques semaines, quelques jours, ce sera intéressant de voir cette réaction, je pense. Sur les autres métaux, moi je suis toujours plutôt haussier, hein, notamment sur le cuivre, qui est en train de travailler ici juste sous sa moyenne à 200, et puis son support, notamment les 3,99, hein, les 4 en gros pour arrondir. On attend toujours ça, hein, sur le cuivre. La cassure de l'oblique RSI, on est déjà frôlé avec les 30, on n'est pas trop descendu, hein, sous les 30, et puis là on flirte, on attend le début de rebond, et surtout le troisième point d'impact sur l'oblique court terme, et la casser pour avoir le signal d'investissement, pour rentrer encore plus massivement si on n'est pas déjà sur le cuivre. Ce sera pour moi une étape où je vais renforcer, puisque je suis déjà, hein, sur le cuivre. Le platine qui a bien décroché hier, mais qui est toujours plus ou moins dans sa séquence après avoir cassé au printemps dernier. Il est en mode pullback, mais il est toujours dans cette dynamique avec les plus bas ici qui sont retrouvés, et sur lequel on devrait réagir, hein, sur cette oblique long terme ici, l'oblique verte qui monte. Et puis l'oblique court terme ici a cassé, évidemment. Donc le but aussi sur le platine, hein, c'est d'avoir ça, un travail ici, un nouvel point d'impact sur l'oblique, et puis casser pour signifier la hausse. Là, on est en mode construction, mais on a déjà fait les étapes. Donc pour le platine, je reste quand même plutôt confiant. Mais c'est vrai que le ralentissement économique, ça impacte tout, et les métaux aussi. Alors l'or, on a pas mal de problèmes au niveau géopolitique, donc ça peut aider l'or, je pense, hein. On a ce qui se passe au Moyen-Orient, notamment. On a pas mal d'États qui font beaucoup de réserves. On a un peu aussi, alors plus que les bijoux, ça reste une part importante de l'or, mais on a aussi la technologie, hein, qui a besoin de ce minerai. Donc on a beaucoup de secteurs finalement, et l'or, il n'est pas dépendant d'un seul secteur, mais en plus avec le contexte un peu géopolitique qui pourrait s'aggraver, ça reste, et l'économie ralentir, ça reste plus que jamais une valeur intéressante et une valeur refuge. Donc sur l'or, ça fait un moment là qu'on casse qu'on bute sur les 2004, 2005, enfin pas encore sur les 2005, et surtout on rend pas grand chose, on rend rien. Et ça c'est plutôt super intéressant, parce qu'on voit que dès qu'on arrive sur une résistance, c'est racheté à chaque fois. Donc très positif sur l'or. Et on l'avait dit, hein, les 2005 devraient être cassés en 2024. On l'a frôlé, là, 2483, mais je pense qu'on a encore une petite marge pour aller, hein, toujours au-dessus de 2005 et même peut-être 2006, hein, avec ce qui peut se passer au Moyen-Orient notamment, en Israël, en Iran. Ça peut faire un peu paniquer les marchés, et l'or en profiter aussi. Et avant de faire les actions, un petit point juste sur les cryptos. Les cryptos qui se sont pris une grosse claque hier notamment, mais alors moi je suis toujours positif, hein, sur les cryptos. On sait que c'est volatile, hein, donc il faut pas avoir peur de se prendre des moins 5, moins 10, même plus des fois sur les cryptos, parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Même si ça va être de moins en moins le cas, et c'est déjà de moins en moins le cas, parce qu'elles ont été pénétrées de plus en plus par les institutionnels, et qu'aujourd'hui on a en plus des ETF dessus, et que ça va être de moins en moins, je pense, volatile, comme ça l'a été par le passé, avec des pourcentages monstrueux. On restera toujours dans des pourcentages importants, mais pas autant que ce qu'on a connu, hein, il y a quelques années. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une mèche basse, on le voit ici, entre les 54 000
Et les 49 000, mèche basse, donc c'est racheté, c'est considéré comme une opportunité de marché intéressant, une opportunité d'achat. On est sur le support à 52 843. On rebondit, on rachète. Et confirmation le lendemain. On n'a pas encore dégradé la tendance, on le voit notamment avec les moyennes ici qui sont toujours ascendantes. Donc ça c'est déjà une chose. On est déjà allé sous les 30 niveau RSI, on en ressort déjà, donc il faudra ne pas y retourner ces prochains jours. Mais je pense que cette zone-là, des 50 000, 52 000, on a éventuellement les 48 000, 48 289 qui ont été frôlés. C'était une zone idéale pour un rebond, pour ça, pour une mèche, pour quelque chose un peu excessif. D'où je pense l'intérêt de rester plutôt toujours favorable et acheteur sur le Bitcoin. Alors, est-ce que ça va y retourner une deuxième fois? Je sais pas, mais moi je pense qu'on a déjà quand même une bonne indication avec la taille de la mèche et puis la réaction qu'on a aujourd'hui. Donc plutôt favorable aussi toujours sur le Bitcoin, et puis sur certaines valeurs, il faudra peut-être en profiter pour recharger parce que le Bitcoin reste haussier, et puis on peut aussi le regarder un peu plus long avec en hebdomadaire. On le voit, ces résistances ici autour des 70 000, mais ces rachats et puis surtout cette zone-là, on le voit, la zone des 46 000, hop. Et puis l'explosion qu'on a connue ici sur les 50 000 qui ont été rattrapés avec la mèche. Donc tout ça, c'est plutôt favorable pour une continuation de construction avant de repartir, parce que le cycle il est toujours haussier sur le Bitcoin. Et donc le CAC 40. Alors le CAC, l'indice, il est là, moins 0,2. RAS par rapport à ce qu'on s'était dit hier, on est toujours dans ce canal baissier. On a rebondi sur le support et sur le bas du canal. Donc ce qu'on attend, c'est un peu de construction. Et puis, alors les résultats sont passés. On a quelques résultats aujourd'hui qui sont tombés et qui vont continuer à tomber cette semaine, mais la plupart des gros sont tombés. On pourra quand même surveiller aujourd'hui Airbnb, SMC. Et puis demain, on aura Pan American Silver, notamment, Core Mining, et puis aussi jeudi, Alibaba, ARM et Eli Lilly. Donc ça peut être super intéressant aussi à suivre. Mais c'est la fin des gros résultats. Donc maintenant c'est la tendance qui va se mettre en place sur les valeurs, et pour l'instant, elle est assez moyenne pour la plupart. Sur le CAC, toujours, l'objectif plutôt au rebond quand même, parce que on a le support à 7083 plus le bas de l'oblique. Donc le but c'est de faire un petit rebond plus ou moins technique vers les 7004 ou un peu avant, un peu après, je sais pas, avant une nouvelle tendance un peu, mais on est toujours dans cette tendance dégradée. Donc là, à court terme, je dirais rebond technique, et puis on verra par la suite si on arrive à s'extirper de cette zone ou si on continue de broyer du noir pour retourner vers les 7000. Au niveau des valeurs, peut-être à suivre. Alors il y a eu beaucoup de rebonds techniques, donc c'est pas véritablement intéressant sur le mode investissement pour y voir des zones d'achat ou des signaux d'achat sur les rebonds qu'on a eu aujourd'hui. Il y aura quelques valeurs quand même qui me semblent intéressantes. Hop. Alors notamment Air Liquide sur le CAC 40. Alors on n'a pas encore de signal sur Air Liquide, mais on est revenu encore une fois ici. On garde le gap intact, c'est-à-dire la zone entre les 154 et les 160. Alors on l'a à peine effleuré mi-juin. On la retouche avec des mèches début août. Mais pour l'instant, si on tient ça, c'est très favorable. Si on va pas dans cette zone ici de gap, si elle reste vierge, et surtout si on casse bientôt l'oblique ici court terme, 176, 171, on l'a cassé ici avec un faux départ 168, et la prochaine fois autour des 166, ça pourrait être intéressant. Valeur plutôt défensive, donc intéressant d'avoir ça en portefeuille actuellement, ou alors jouer les rebonds un peu plus risqués sur d'autres valeurs, mais cette valeur-là, elle semble plutôt intéressante
pour dérisquer le portefeuille. On attend le signal hein, sur débordement des 166 environ. Donc plutôt favorable toujours sur Air Liquide. Alibaba, je suis toujours dessus. Hein, on a fait une belle réaction. Il y aura les résultats jeudi. Mais on le voit, un gros chandelier vert lundi de rachat. Parce que finalement, on gagne pas grand-chose lundi, mais on était parti bien trop bas. Et puis, ça a été racheté. Et puis, aujourd'hui, aujourd'hui, ça continue. Donc, dans une période, on est dans la période de construction qui doit lancer la hausse. Parce qu'on ne l'a pas encore. On est dans cette période-là où on a eu 2 années quasiment de baisse, 1 ou 2 années de construction un peu à plat, et on a la tentative de départ ici depuis le début de l'année. Donc c'est ça qu'on joue depuis le début de l'année. On a eu le rebond technique sur les 89, et là, la prochaine fois, je pense qu'on dépasse ces 89, ça va lancer Alibaba pour le futur. Donc toujours plutôt intéressant de voir ce qui se passe ici, et surtout ces gros chandeliers. Alors ça manque un poil de volume, mais on les aura certainement après les résultats. Ça, on va le voir juste après. Biomérieux, toujours à surveiller, hein, parce que Biomérieux, c'est pareil, c'est la santé, c'est plutôt défensif. Les comptes sont plutôt intéressants, hein, fondamentalement, Biomérieux, c'est pas mal. Et puis là, techniquement, après 1, 2, 3 gros échecs sur les 96, qui coïncident avec la moyenne à 200, on le casse. On le casse où? Ici. 25 juillet, confirmation le lendemain. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un échec sur la moyenne à 200, et puis là, on casse. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? 9 fois sur 10, quand on est dans ces scénarios-là, on redescend, c'est-à-dire qu'on revient sous la moyenne à 200, mais on a fait l'étape de casser. Donc, le but maintenant, ça va être d'accumuler, puis de recasser au-dessus de la moyenne à 200, et cette fois d'accumuler et de lancer la séquence haussière. Donc, c'est plutôt super intéressant ce que nous faut Biomérieux. Parce qu'elle a mis un peu toutes les étapes, et maintenant ce qu'on attend, c'est à nouveau un peu de consolidation. On va chercher les derniers stops, les derniers vendeurs. On a quand même, on le voit, une tendance plutôt forte ici, hein, sur des rachats, sur cette oblique, une oblique un peu pentue, pas sûr qu'elle tienne, mais bon, c'est quand même à noter. Et puis surtout, hein, une fois que ce sera fait, la nouvelle attaque de la zone à 96, au-dessus de la moyenne à 200 à 96,97. Et là, ce sera un signal d'achat, je pense, pour aller chercher la résistance et enfin casser ces 106. Donc, pas loin de rentrer sur Biomérieux. Danone aussi, toujours fort, hein, Danone. Ils ont fait le double échec ici sur les 61. Mais gap haussier il y a quelques jours, gap haussier toujours pas comblé. Donc là, ce qu'on peut noter aussi, c'est si on ne vient pas combler ce gap entre les 58,88 et 59,46, c'est pareil, c'est une zone de force, c'est-à-dire qu'on va avoir une zone d'accumulation ici en embuscade sous la résistance, et si ça tient, ça va casser la résistance et ça relance. Là aussi, Danone, c'est plutôt défensif, c'est plutôt intéressant. Et moi, j'ai bien aimé, hein, le plan qu'ils ont donné, qui s'était fait un peu défoncer le jour de l'annonce, mais c'était, a priori, ça devait être celui-là, le 20 juin. Moi j'aime bien Danone, ça mériterait de repartir aussi ces prochaines semaines, et puis on voit les volumes qui sont là, hein, sur Danone, ça tient. Alors on n'a pas réussi à casser, mais derrière on rend pas grand chose non plus, donc très favorable aussi sur Danone. Marathon, oui, donc on a vu avec le Bitcoin qui pourrait être éventuellement renforcé, hein, ça pourrait être intéressant de se replacer sur les valeurs Bitcoin comme Marathon Digital, profiter de la baisse. Parmi les secteurs santé, j'avais noté Pfizer aussi, je crois que c'est aux États-Unis, Pfizer, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Pourquoi Pfizer? Pour ça. Parce qu'on a quand même la grosse baisse, la grosse décote, hein, on passe de 56 à 25, c'est-à-dire qu'on perd plus de la moitié de la valeur, hein, en 2 ans environ. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On le voit à travailler un peu à latéraliser, à amener des supports qui tiennent dans le temps, hein, parce que le support ici il date de fin d'année 2023, donc ça fait plus de 8 mois. Les résistances qu'on a du mal à passer ici sur les 30 en gros, échec, et puis là ça passe. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On met un petit peu plus haut et on revient, exactement ce qu'on a fait sur Biomérieux, ce qu'on fait avec toutes les actions. Donc derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On consolide gentiment,
et après, alors plus ou moins haut, plus ou moins bas, on réagit et c'est là qu'il faudra peut-être racheter Pfizer parce qu'on va avoir peut-être un retournement intéressant pour aller chercher à nouveau la résistance autour des 37. Et vu qu'on est à peine sur les 30, bah, ça fait un pourcentage intéressant, hein, forcément. Donc là aussi, secteur de la santé, Pfizer, grosse décote, période de transition plus ou moins achevée. Et puis le timing court terme qui devrait se surveiller et peut-être s'acheter prochainement. Rheinmetall, on surveille, hein, on va en reparler. Je vais peut-être bientôt me replacer sur Rheinmetall, mais il y a les résultats jeudi, il me semble. Je les ai pas notés là, je les avais hier. Je vérifierai hein, pour les résultats de Rheinmetall. Ouais, je vérifierai les résultats, mais oui, selon comment le marché va réagir, il y aura certainement beaucoup à faire. Et on a également hein, les valeurs US, notamment RTX, Lockheed Martin, ou Saab en Suède, qui est une petite valeur, mais qui peut être intéressante. Et puis un petit point sur Total, mais c'est comme le Brent, hein, le Brent a un peu dégringolé, mais il résiste quand même, et Total c'est un peu la même chose. On a dégradé un peu la tendance, mais on reste ici, sur notre oblique, hein, le bas de notre oblique, ici, notre canal haussier, l'oblique verte ici, on le voit. On a réagi dessus et puis on a racheté, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on s'est pas mis en sell-off hein, sur Total. On a quand même perdu un petit peu, on a fait un gap, on le voit. Mais tout n'est pas catastrophique hein, sur Total. Donc pour le moment, éventuellement si on aime bien choper comme ça les actions un peu basses, ça peut être intéressant pour du moyen à long terme. Moi j'attendrai quand même un peu la confirmation parce que là on est sur des niveaux un peu tendance. J'aimerais bien qu'on revienne autour des 61, 62 et puis là qu'on relance quelque chose. Là ça m'intéresserait, c'est-à-dire qu'on ait ce phénomène-là hein, au-dessus, qu'on comble le gap, qu'on revienne ici autour de la résistance et qu'on la casse. Et là je me dis quoi? Bah, je me dis on va chercher à nouveau la résistance la plus proche. C'est celle-là, c'est les 69. C'est-à-dire qu'on investit autour des 63, 69, ça fait 6, ça fait une dizaine de pourcents environ. Pour revenir à ici, donc c'est probablement ça qu'on pourra surveiller sur Total. Là, ça me semble encore un peu tendre parce qu'on peut faire des échecs, garder le gap et sur Total faire un échec ici autour des 60-61 et puis continuer la tendance. Total, ils ont des chances de repartir, mais ça peut durer longtemps avant de recasser. Donc attendre plutôt un signal un peu plus fort. Et Vinci aussi. Vinci, je la surveille beaucoup. Je l'aime bien. Elle a été trop décotée. Et finalement, à quel point le ralentissement économique va l'impacter, déjà qu'elle a été un peu déjà survendue. Et pour moi, le prix, hein, notamment, reflétait pas la valorisation de l'entreprise parce qu'il y a eu un peu de panique à cause des élections, notamment. Concession auto, construction un petit peu aussi, mais concession autoroutière. Sur Vinci, c'est des gros fondamentaux, c'est une des plus solides, elle est assez variée en termes de métier et de géographie aussi, ce qui lui permet comme ça de plutôt bien encaisser le choc hein, quand on a des périodes un peu de ralentissement. Donc moi j'aime beaucoup Vinci. Qu'est-ce que j'attends aussi, c'est ce signal qui me dit que la baisse est terminée. Euh, on a eu les élections avec le gros gap, on a eu le rebond technique qui s'est fait ici sur les 107. Donc on a des niveaux bien marqués, hein, notamment ici. On a les rachats qui se font sur les 99, donc les 100 on va dire à peu près. Là on n'est pas loin. Ça peut être intéressant hein, dès maintenant je pense. Ou sinon, attendre un petit peu, attendre cette période-là pour voir le travail et de ne pas casser les 100 et de casser plutôt les 102, 103. Si c'est ce cas-là, il faudra, je pense, se placer sur Vinci. Donc on peut attendre quelques jours pour avoir plus de maturité dans la valeur et puis être sûr qu'on vienne pas défoncer les 99 à la baisse. Rapidement, on peut voir aussi les 7 magnifiques avec Alphabet. C'est toujours en mode conso assez fort, assez violent.
on va arriver sur des niveaux peut-être intéressants long terme, hein. Moi, j'avais quitté Alphabet par là, je crois, autour de 178. Euh, Ça me réintéresserait éventuellement quand on aura une porte d'entrée court terme, peut-être. Peut-être bientôt, parce que là, on arrive bientôt sur la moyenne à 200. On commence à enfoncer les 30, donc on va bientôt en ressortir. On a comblé ce gap-là. On en a un deuxième sur les 143, je suis pas sûr qu'on y aille, mais si on y va, ce sera certainement intéressant. Et puis surtout, hein, pareil comme d'habitude, cet oblique court terme à casser pour signifier la fin de la baisse court terme. Donc pour le moment, il y a encore un peu de boulot. Mais c'est une valeur qui sera toujours, je pense, intéressante, hein. Alphabet, c'est Google, et puis c'est assez énorme, hein, la galaxie Google. Ça s'achète évidemment avec tous les investissements dans l'intelligence artificielle. Mais pour le moment, on est en mode consolidation, en mode baisse, donc faut pas se précipiter, je pense. Amazon, elle me plaît un peu plus. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être un peu exagéré la baisse, on le voit avec le gros gap, hein, notamment sur résultats, avec des résultats d'investissement qui ont été jugés un peu forts, mais pour moi c'est le nerf de la guerre, hein, l'investissement IA. Amazon, ils en ont déjà profité sur leur vente, sur leur optimisation, sur leur marge, et ils vont en reprofiter aussi plus tard, et ça leur permettra de faire partie des quelques leaders, des gros leaders qui dominent l'IA. Et donc Amazon, ça fera partie, hein, des grosses boîtes à avoir dans son portefeuille, qui devrait avoir toujours une grosse performance et peut-être bientôt donner du dividende, on ne sait pas, hein, c'est pas encore ah, c'est pas encore l'heure, mais ça devrait pas tarder, je pense. Pour Amazon, on voit le gap ici, il a été comblé, le gap des 159. Donc là aussi, c'est bien, on le sait, hein, le marché n'aime pas les gaps et il aime bien y revenir pour combler les gaps et repartir ensuite. Donc là, la grosse baisse, elle a été faite. Hop, on comble ce gap-là. On en a fait un baissier, évidemment, hein, ici. Mais moi, ça m'intéresse, je suis dessus sur Amazon. C'est des prix qui me semblent un peu excessivement bas. Alors pareil, hein, on attendra plutôt la fin de la baisse, mais acheter du Amazon à ce prix-là, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc la suite, on l'attend plutôt dans une sorte de confirmation ici. Et puis ensuite, bah, mauvaise nouvelle, on retourne un peu vers le bas. Ça va mettre du temps, mais on repartira. Ou alors, dès la rentrée, hein, on va initier à nouveau un cercle vertueux. Moi, c'est plutôt mon scénario. Je pense qu'en septembre, hein, ça va monter Amazon. Donc c'est plutôt maintenant qu'il faut se placer. Apple, le secteur des téléphones portables qui devrait repartir, mais on était un peu dans le dur. Et puis dernièrement, elle a bien monté quand même, Apple, donc c'est normal d'avoir un pullback. Intéressant parce qu'on a déjà une première réaction ici, hein, sur les 200, les 197. Donc ce qui serait très bien sur Apple, c'est quoi? C'est de travailler cette zone-là, hein, autour des 200 et de pas trop les lâcher. Si c'est le cas, si on réagit prochainement, on peut se replacer sur Apple, mais là on risque d'avoir un peu encore de volatilité. Il faudrait tenir quand même les 197. Meta Platform, elle est plutôt forte, hein, Meta Platform, deux belles journées, deux belles réactions. Elle a tendance à être souvent rachetée assez fortement. Les derniers résultats sur la pub étaient très bons, donc oui, là aussi Meta Platform, c'est une grosse galaxie, c'est plutôt intéressant. Ça, dans une optique court terme, peut-être pas, mais moyen terme, oui, sur Facebook, hein, ça vaut le coup, je pense, sur ces niveaux-là de rentrer, hein, c'est pas catastrophique. Et puis on a la confirmation avec deux grosses journées, deux beaux chandeliers verts, des volumes intéressants, un cours qui revient au-dessus des moyennes mobiles, et puis des plus bas qui ont tendance à être rachetés toujours dernièrement, hein. Le seul point négatif, c'est le gap à 399 qui n'a pas été comblé. Mais sinon, on reste quand même super fort sur Meta Platform. Microsoft, c'est un peu comme les gros, hein, Alphabet, Amazon. On est en mode consolidation, mais on arrive sur des niveaux intéressants, sous la moyenne à 200, sur des niveaux support 363 ou 382 qui mériteraient d'être achetés. Donc toute cette zone-là, on est déjà allé sous les 30, on en est revenu. Alors même si on y revient une deuxième fois, hein, on pourrait racheter et recasser et continuer la tendance très forte sur Microsoft, hein. C'est un gros leader aussi dans l'IA. Nvidia, qui a monté énormément, peut-être trop, qui commence. Là, c'est intéressant aussi parce qu'on a comblé le gap, celui-là.
Donc on est sous les 100 dollars sur les... Non, on n'est pas sous les 100, on est remonté. On est passé sous les 100 dollars, mais là on rebondit déjà au-dessus des 100, 105. Euh, on voit qu'elle a une marge encore de consolidation peut-être plus forte que les autres Nvidia, parce qu'elle est montée tellement haut que la moyenne à 200, elle est ici, elle l'a même pas frôlé. On n'est même pas allé sous les 30 niveau RSI. Ce qui me fait dire aussi que c'est peut-être pas trop le moment de faire du Nvidia. Il faudrait peut-être attendre justement cet excès et cette grosse baisse sur Nvidia pour recharger plus tard. Peut-être que ça n'arrivera jamais, donc à voir si on veut jouer le long terme, si on veut fractionner ses rentrées. En tout cas, en court terme, ça semble pas trop l'idéal, à moins qu'on ait une période ici de construction et que la moyenne à 200 revienne d'ici le mois de septembre-octobre, ici, et là, ça pourrait être intéressant pour relancer. Sinon, attendre une grosse baisse et un rachat sur gap à 68. À 68, moi je rentre sur Nvidia, mais on l'aura peut-être jamais. Et Tesla, si vous étiez en short, comme moi j'avais fait notamment ici sur l'échec des résistances, je pense que c'est un moment intéressant pour sortir, si on l'a pas déjà fait avant, parce qu'on est revenu sous la moyenne à 200, on a comblé les deux gaps qu'on voulait combler, et qu'on a eu hier une grosse réaction. Donc maintenant on va peut-être un peu tergiverser ici autour des 195, mais l'objectif de vente de short, on a pris une vingtaine de pourcents quand même sur 22, on a même ouvert à 27 il y a quelques jours. Donc oui, le short il est largement gagnant sur Tesla, et maintenant il faut pas rester 3 ans non plus sur des shorts comme ça pour tenter d'aller grappiller quelques pourcentages et qui vont de toute façon s'éroder avec le temps et qui ont pas forcément des taux de probabilité de se matérialiser. Donc oui, short terminé. Et puis maintenant, on surveille, on va voir ce que ça va donner, mais peut-être un peu de période de transition sur Tesla qui me semble quand même bien attaqué par la concurrence. Donc attention. Un petit point sur les ETF, je sais que ça intéresse pas mal de monde, les ETF. L'Inde. Alors l'Inde, je connais pas trop de valeurs indiennes, j'ai pas un accès énorme en termes de connaissances et de nouvelles sur les valeurs indiennes. Par contre, dans sa globalité, oui, on vise des plus 8, plus 5% généralement à l'année au niveau global, donc c'est plutôt intéressant. Et donc un ETF Amundi, c'est celui-là, vous avez le même sur le PEA, PINR, ou alors INR si vous voulez pas de PEA. C'est un ETF intéressant. Et là, vous aviez l'élection avec la grosse chute, ça a été racheté. Donc là aussi, on voit les excès qui sont intéressants à acheter. La tendance toujours plutôt forte. Là, on a eu un gap et puis on est déjà en mode rachat peut-être un peu sur l'ETF India. Donc ça peut être intéressant toujours d'avoir une partie de son portefeuille avec... alors c'est plutôt du long terme, l'ETF India, on n'y touchera pas avant la fin de l'année ou même milieu d'année 2025. Ou alors si vous avez des liquidités et que vous savez pas quoi en faire, ça peut être un placement intéressant pendant quelques mois. Voilà. On a le World Water, attendre, parce qu'on a eu un double échec ici sur les 31, sur le TFO. Mais derrière, on rend pas grand-chose. On a tendance toujours à rebondir autour des 29. Donc ça peut être intéressant d'attendre un peu. Et puis de racheter le support. Là, on est pile sur support. Donc, plutôt demain, si ça tient, si les 29-30 tiennent, c'est acheter. Mettre des stops un peu en dessous. Ou pas de stop pendant 1 ou 2 jours, mais surveiller. Et puis jouer à minima la résistance. C'est-à-dire qu'on passe des 29-40... hop, jusqu'au 31. Et puis, si on fait un échec, on met des stops, on est exécuté par là. Et si on fait pas d'échec, on casse et puis on en accompagne la hausse. Donc oui, intéressant peut-être l'ETF World Water, Amundi ou autre. Généralement, c'est un peu la même chose. Et enfin, on va finir avec un peu de football. Là, c'est la trêve.
On va voir quelques valeurs. Alors Borussia Dortmund, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont notamment leur stade et toute une économie. Alors c'est beaucoup de clubs allemands qui ont une économie intéressante sur les stades. C'est-à-dire qu'elles font venir beaucoup de spectateurs, elles font venir même des familles. Et il y a toute une économie sur les stades, sur ce qu'on peut acheter à manger, les maillots. Tout plein de produits dérivés aussi, qui rapportent de l'argent au club, et là c'est intéressant, et c'est pour ça que ça donne un avantage aussi au club allemand par rapport à d'autres, parce qu'ils tirent une partie de leur argent sur toute l'économie du stade et alentour. Et ça, ils sont très forts. Ils ont notamment fait leur révolution avec, je crois que c'était l'Euro ou la Coupe du Monde. Non, c'était Coupe du Monde 2014. Ça a remis tous les clubs allemands au niveau. Et là, Dortmund, ils sont en Coupe d'Europe, donc ils vont bénéficier des droits télé, notamment pour la Ligue des Champions. Et on est plutôt sur un point bas, sur les 3,40 ici, donc ça peut être intéressant éventuellement pour jouer la bonne santé financière peut-être du football allemand dans sa globalité, puisqu'on n'a pas le Bayern. Mais Dortmund est toujours parmi les favoris. Eagle, c'était l'ancien OL, donc Lyon. C'est pas rassurant. Et puis ils sont dans une division où il y a le PSG qui trust toujours les premières places. Ils ont du mal aussi à accéder aux grosses places qui leur permettent de jouer la Coupe d'Europe et de récupérer l'argent de la Ligue des Champions. Donc c'est, je sais plus si c'était 20 ou 40 millions. Ça augmente à chaque fois. Donc on doit être sur les 40 millions à l'année. Donc plutôt éviter quand même. C'est un gros pari de jouer aujourd'hui Eagle football. Voilà, donc plutôt éviter ce genre de choses. La Juve, qui trustait les premières places pendant des années et qui finalement a laissé sa place. Ils ont un beau stade, mais ils ont du mal à avoir des résultats, qui tiennent. Donc on voit qu'on casse petit à petit les niveaux support qui deviennent résistance, notamment les 2,70. Donc là aussi, quand on voit ça, malgré un pic de volume énorme, là, on le voit, c'était à la fin de l'année dernière, la fin de la saison dernière. Mais finalement, le rebond, on le voit. Rebond technique sur cette zone-là, hop, échec. Et puis là, pareil, échec. Et c'est de plus en plus bas. Donc là aussi, c'est plutôt à éviter. Et enfin, Manchester United. Qu'est-ce qu'on peut jouer sur Manchester? C'est le rachat. Le rachat par un État. Notamment du golf. Ça avait été à l'origine de la hausse, on en avait parlé. Ça s'était pas fait. On pourrait avoir aussi, je crois que c'était Radcliffe, qui est un Britannique qui a aussi beaucoup d'argent, qui a investi dans Nice, qui a investi un peu partout. Et c'est ça, Manchester, c'est un gros nom, donc ça intéresse beaucoup de gens. Ça joue en première ligue, donc il y a une dimension d'image aussi super importante. Donc on peut jouer la spéculation sur Manchester United. Alors aujourd'hui, il y a pas grand-chose. Ce qui fait que le titre est revenu un peu relativement bas, et on le voit, il cotait ici autour des 13... alors c'est 13 quoi? New York, donc c'est 13 $. Il cotait autour des 13 $ avant les rumeurs de rachat, et on est revenu quasiment ici sur les 13,7, 14. Là on fait un petit rebond, mais on fait un échec encore sur la moyenne à 200, on est dans ce canal baissier. Peut-être jouer ça, cette zone-là, pour un achat spéculatif, c'est-à-dire que si on a des rumeurs de rachat, le titre va bondir, peut-être vers les 18, 20, 22, et là on pourra vendre, ou attendre la confirmation, mais généralement, si ça se fait pas, ça rebaisse après. Donc c'est ça qu'on peut peut-être jouer sur ce club. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et on en discutera. Bon trade, à plus!